Bonjour les parents qui cheminent, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Je voudrais vous parler d'énergie parce qu'on en a besoin pour avancer sur ce chemin, pour avancer parfois à contre-courant de ce qu'on voit autour de nous. Se remettre en question dans sa parentalité, ça demande une certaine énergie au quotidien, en particulier dans toute cette phase d'apprentissage qui finalement ne termine jamais tout à fait. Alors, la dernière fois, dans le premier épisode sur le sujet qui s'intitulait Veiller à son niveau d'énergie, je vous avais parlé d'attitudes, de pratiques, de points d'attention quant à notre énergie propre, indépendamment de notre rôle de parent. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur le fait de préserver son énergie, justement dans notre rôle parental. Tous ces moments d'usure, en particulier à travers la répétition, etc., qui font que notre niveau d'énergie baisse face à nos enfants. Comment faire pour éviter ça, pour éviter cette usure qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'adopter les attitudes qu'on aimerait adopter en tant que parents bienveillants. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, qui semble très simple, mais que parfois on néglige, c'est que si vous y prêtez attention, c'est souvent dans les mêmes situations qu'on, entre guillemets, gâche, qu'on dépense notre énergie. C'est-à-dire que il y a effectivement des moments qui, dans notre vie de parents, sont plus compliqués que d'autres. Et souvent, ce sont les mêmes qui se répètent, eux aussi. D'ailleurs, c'est un cercle vicieux parce que comme on les a parfois inconsciemment identifiés, on s'attend à ce que ce soit difficile et on s'agace avant même que ce soit agaçant. Donc, je peux prendre l'exemple de partir à l'école le matin. Si on sait que c'est toujours compliqué de partir à l'école le matin, non seulement on s'agace tous les matins face à la difficulté, mais en plus, on est agacé avant même de se heurter à la phase difficile parce qu'on a déjà peur d'avance que ce soit compliqué. J'imagine que vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, une des premières choses que je vous encourage à faire, et c'est quelque chose qu'on met en place dans la formation Point de rencontre pour avancer vers de meilleurs échanges avec nos enfants, c'est d'identifier justement ces moments qui sont peut-être pas systématiquement, heureusement, mais régulièrement des moments de tension. Donc ça peut être effectivement le matin en partant à l'école, ça peut être le moment du repas, ça peut être le moment des devoirs. Souvent, il y a des situations, alors soit des situations de vie comme celle-ci, soit des attitudes particulières qui, euh, qui de manière répétée, vont être des moments de tension pour vous et pendant lesquels justement vous sentez que votre réservoir à vous est en train de se vider. Donc, quand vous les identifiez, c'est déjà un grand pas parce que ça va permettre de travailler dessus de manière un peu plus focalisée, plutôt que de juste espérer inconsciemment que ça s'améliore sans rien y faire. Essayer de faire face aux mêmes situations sans changer l'approche de la situation, ben c'est en fait se préparer à ce que les résultats ne changent pas non plus. Donc voilà la première chose que je voudrais vous aider à vous encourager à faire, c'est à vous poser juste quelques minutes pour identifier ces moments qui sont des moments qui vous activent et donc vous vident en énergie. Ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail-là, le point suivant, c'est de choisir ses batailles. Et l'expression choisir ses batailles, elle dit bien ce qu'elle dit. Parce que justement, en général, quand on commence à cheminer sur ce chemin-là, on est régulièrement dans ces situations-là, dans des batailles. Or, le but, vous le savez bien, c'est de sortir de la bataille. C'est-à-dire que dans une démarche de parentalité positive, on sort de la lutte contre nos enfants et on essaye d'être avec eux. D'ailleurs, on dit souvent que la coopération, c'est plus l'exercice d'un pouvoir sur, mais d'un pouvoir avec. Et ce à quoi on aspire quand on cherche à développer les compétences de parents positifs, de parents bienveillants, c'est à susciter la coopération de nos enfants, à la susciter et aussi la vivre nous-mêmes. Ça va évidemment dans les deux sens. Alors vous voyez bien que pour susciter la coopération, il vaut mieux éviter de se battre sur tout à la fois. Parce que si on est dans une attitude de lutte contre nos enfants et en plus un peu en permanence, ben on ne va pas du tout susciter la coopération. Parce que la personne en face de nous, elle est juste fatiguée, elle aussi, elle est usée et elle a plus envie de nous écouter.
Et donc, effectivement, elle n'aura pas envie de coopérer. Et voilà comment on rentre dans un cercle vicieux dans lequel ni les parents ni les enfants ne coopèrent finalement. Donc, afin de pouvoir recréer une ambiance familiale et une connexion qui vont permettre d'aller vers plus de coopération, l'attitude que je vous encourage à adopter, c'est de choisir ses batailles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement de choisir ses batailles? Parfois, ça peut faire un peu peur parce que quand on entend ça, on peut vouloir croire que on va renoncer complètement à certaines choses. D'ailleurs, on entend souvent choisir, c'est renoncer. Et c'est pas forcément le cas. Donc, il y a plusieurs façons de voir le côté de choisir ses batailles. Il y a le fait, effectivement, de voir si dans toutes les luttes, entre guillemets, qu'on mène déjà aujourd'hui, s'il n'y en a pas certaines sur lesquelles, en fait, on ne pourrait pas tout simplement lâcher. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui m'expliquait que avant, elle avait pour habitude d'exiger que ses deux garçons prennent la douche dès qu'ils rentraient de l'école. Et enfin, de l'école, de la garderie en fait. Il était déjà assez tard et donc c'était douche puis dîner et puis préparation du coucher. Et puis c'était régulièrement une lutte avec le plus jeune. Et puis en fait, elle a remis un peu les choses en question en s'interrogeant sur le rythme de chacun, sur la relation qu'elle voulait avoir, sur le rythme du dîner également, etc. Et finalement, elle s'est rendue compte que elle, c'était pas un problème pour elle qu'il n'y ait pas tout le monde en même temps au dîner. C'est-à-dire que son mari était régulièrement en déplacement, donc elle dîne seule avec les deux petits. Et elle s'est rendue compte que son petit, justement, son plus jeune, il dînait beaucoup plus rapidement que l'aîné. Et donc, finalement, aujourd'hui, ils ont un rythme qui fait que quand ils rentrent à la maison, le plus grand va effectivement se doucher, le plus jeune traîne un petit peu d'abord. Lui, il a besoin de son sas, de son espace pendant lequel il joue un peu. Et puis ensuite, il va se doucher un peu plus tard, finalement, au moment où le grand et sa mère ont à peu près terminé cette phase-là. Ce qui fait qu'elle se retrouve à commencer le dîner avec son aîné, mais qui de toute façon prend beaucoup de temps au dîner. Et ça lui donne l'opportunité d'un moment en tête-à-tête avec lui, avant que le plus jeune les rejoigne et finisse le dîner. Et finalement, ils finissent quand même tous les trois ensemble et ils ont les préparatifs du coucher ensemble. Donc, je dis pas forcément que c'est ce qu'il faut faire chez vous, parce que chacun ses principes, ses envies, ce à quoi il tient, etc. Et donc peut-être que pour vous, le dîner familial est important tous ensemble. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de se poser la question, en fait, de certaines choses pour lesquelles on a l'impression qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Et finalement, quand on se recentre sur ce qui est important pour nous, on peut peut-être voir un peu quels sont les ajustements qui sont possibles. Et donc, peut-être lâcher prise sur certains points qui finalement sont peut-être moins importants que d'autres. Alors toujours sur cet exemple de douche, par exemple, chez moi, les garçons se douchent pas, les deux plus jeunes ne se douchent pas tous les jours. Ils se douchent en général un jour sur deux. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un équilibre qui est OK. Peut-être que chez certaines personnes, ce sera quand même tous les jours. Peut-être que chez d'autres, ce sera que 2 fois par semaine. J'en sais rien. Chacun son équilibre, mais ce qui est important, c'est d'oser le remettre en question. Parce que souvent, ce qui nous manque, et ça c'est vrai dans tous les domaines et dans la parentalité en particulier, c'est d'oublier de remettre en question des choses qui nous semblent comme un peu obligatoires. Donc, ça c'est la première phase. Effectivement, au moment où on réfléchit aux difficultés qu'on a, on peut réfléchir à ce qui est important pour nous et ce sur quoi on peut finalement lâcher prise, parce que en réalité, c'est pas si important que ce qu'on voudrait bien le croire, ou en tout cas pas suffisamment pour l'imposer à un enfant qui, lui, pense les choses autrement. Ça peut être, par exemple, l'importance du petit déjeuner, par exemple, ou, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous encourage déjà à vous poser cette première question. Et ces choses-là, effectivement, peut-être qu'on va tout simplement, entre guillemets, y renoncer, ou en tout cas les adapter. Après, il y a tout ce à quoi on ne veut pas renoncer. Mais ces choses-là, cette démarche de choisir ses batailles, elle est quand même importante, parce que l'important, c'est de se dire, en fait, tout est un apprentissage, et que l'apprentissage, et pour eux et pour nous d'ailleurs, et que cet apprentissage, il ne peut pas se faire de façon instantanée et sur tous les fronts à la fois. Donc, dans ce cas-là, quand on choisit, on n'est pas en train de renoncer au reste, on est juste en train de repousser le reste. C'est-à-dire qu'on accepte le fait qu'il y a comme une courbe d'apprentissage et qu'on va s'attaquer, entre guillemets, à une chose après l'autre. Alors, je vais changer ma phrase d'ailleurs, parce que le verbe attaquer entretient cette notion de lutte. On va plutôt s'atteler à une chose après l'autre.
s'atteler en équipe. C'est pour ça que je veux sortir de cette notion de lutte. Donc, on va s'atteler à améliorer une chose après l'autre. Ça veut dire que pendant un certain temps, les autres difficultés qu'on a et qui ne sont pas listées dans les premières priorités auxquelles on veut s'atteler, ben là-dessus, on va effectivement décider consciemment d'y attacher moins d'importance et de moins s'agacer là-dessus. Alors, c'est facile à dire. J'entends très bien, et on me l'a déjà dit quand je parlais en atelier de parents, par exemple, de ce concept de choisir ses batailles, qu'il y a des choses sur lesquelles, entre guillemets, on ne peut pas renoncer ou repousser, c'est-à-dire on ne peut pas les mettre en pause, comme je disais tout à l'heure, le départ à l'école le matin. On ne peut pas mettre en pause le départ à l'école le matin, il faut bien partir à l'école le matin. Ok, c'est vrai, on ne peut pas le mettre en pause. Mais enfin, la raison pour laquelle on s'énerve pour la façon dont se passe le départ à l'école le matin, c'est en fait parce qu'on pense que ça devrait se passer autrement. Attention, ce que je dis là, c'est lié à des principes qui sont en fait assez profonds et forts. C'est le fait que nos sentiments sont créés par nos pensées. Les circonstances sont neutres et c'est ce que nous nous racontons nous-mêmes sur la situation qui crée nos sentiments. Je vous donne un exemple. On ne va pas s'énerver quand notre enfant de 4 mois ne met pas ses chaussures avant de sortir de la maison. Bien sûr que non, on ne va pas s'énerver parce qu'on trouve normal qu'il ne mette pas ses chaussures. Si on s'énerve avant de partir à l'école, de la façon dont ça se passe, c'est parce que quelque part, on a un discours interne qui dit ça ne devrait pas se passer comme ça. Et quand on dit ça ne devrait pas, quand on se dit ça, on est en train de nier la réalité parce que peut-être que ça ne devrait pas, mais il se trouve que c'est une réalité, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, si on décide, je ne dis pas forcément qu'on a tort là-dessus, hein, je vous encourage juste à voir le fait que c'est notre discours interne qui crée cet agacement. Donc, si on décide pendant un certain temps de mettre la question du départ à l'école et des difficultés pour ce départ à l'école de côté et de se dire pendant un certain temps, ça j'ai confiance, ça va s'améliorer, mais c'est pas ce sur quoi je mets mon énergie pour l'instant. Donc, je vais plus accepter que pour l'instant, ça se passe de cette façon-là. Et après, on verra comment faire pour changer ça. Bah déjà, on peut être dans une position de beaucoup moins s'agacer pour ça. Voilà, c'est en ce sens-là que je veux dire ça. Donc on ne renonce pas, mais on va être plus tolérant sur la façon dont ça se passe dans les moments qui ne sont pas dans nos premières priorités. Ensuite, pour les moments pour lesquels on veut dépenser de l'énergie, et ces moments-là qu'on met en priorité sur notre liste en disant cela, on va améliorer la façon dont ça se passe parce que je suis fatiguée de me battre tous les jours pour qu'ils aillent se doucher, par exemple, eh bien, on va là, effectivement, chercher la coopération. Et encore une fois, sur ce plan-là. Et moins vous ferez de reproches sur les autres moments, et plus ce sera facile d'obtenir de la coopération dans ce moment-là. Parce qu'on a plus envie de coopérer avec quelqu'un qui est dans l'échange, la connexion, dans l'encouragement, que quelqu'un qui nous fait des reproches tout au long de la journée, même si sur ce moment-là particulier, il n'est pas en train de nous faire des reproches, parce que là, il accepte l'apprentissage. Vous voyez l'idée? C'est l'ambiance générale qui compte. Donc c'est aussi ça, l'importance de choisir ses batailles. Ensuite, dans ces moments-là, ceux qu'on met en priorité, alors comment on fait cet apprentissage? Et c'est là qu'on sort, entre guillemets, nos outils et croyances d'éducation positive, c'est-à-dire que vous obtiendrez toujours plus de résultats en impliquant l'autre. C'est-à-dire que plus vous serez dans l'imposition, plus vous considérerez que vous savez comment faire et que c'est vous qui dites et que votre enfant n'a qu'à faire parce que ce que vous lui dites de faire, parce que vous le dites et puis c'est tout, et moins vous aurez de chances que ça fonctionne en fait, parce que personne n'a envie d'être une marionnette. Donc pour réussir à ce que il n'y ait plus besoin de la lutte pour la douche par exemple ou de lutter pour partir à l'école, alors en l'occurrence ça a été moi à un moment je me souviens avoir consciemment dit bon ce moment-là on va l'améliorer, parce qu'on était régulièrement en retard et donc j'aimais pas le moment de stress de départ. Je me suis dit ok, comment on va faire pour que ça s'améliore? Et au moment où vous décidez ça, ben c'est important d'impliquer vos enfants. C'est-à-dire que, justement, le but, c'est pas de lutter. Donc, vous avez la possibilité de les faire rentrer dans votre équipe et de leur parler de ce que vous cherchez à obtenir. Donc, typiquement, pour cette histoire de retard à l'école, moi, je me suis assise avec les enfants et j'ai dit, voilà,
je me rends compte que souvent, quand on part à l'école, on dit qu'on sort à 15 et puis en fait, on sort à 20, 25. Et du coup, c'est un moment de stress parce que mettre les chaussures et le blouson, ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu, parce que, etc. Et dans ce moment-là, je me sens très tendue et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à ce que ce soit plus détendu avant et qu'on parte vraiment à 15. Mais en fait, je me rends compte que je suis en train de mettre cette contrainte sans avoir vérifié avec vous. Est-ce que vous, ça vous conviendrait de partir à 15? Et en l'occurrence, ils étaient tous les deux complètement d'accord. Et évidemment, eux non plus, ils trouvent pas ça agréable au moment de lutte et de stress du matin. Donc, on peut alors en discuter ensemble en disant, OK, quelles idées on a pour faire face à ça, pour que ça s'améliore, pour que ce soit plus facile, etc. Et dans ces moments-là, on essaye de les laisser suggérer, de les laisser proposer des pistes. Et je vais aller encore plus loin. Non seulement vous pouvez essayer de les laisser suggérer des pistes, mais aussi essayer de ne pas réagir trop vite à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand ils suggèrent des idées qui vont pas fonctionner, donc parce que vous le savez déjà, que ça c'est pas possible, etc. Dites pas trop vite que c'est pas possible. Dites, ok, ça c'est une idée. Quoi d'autre? Et est-ce que ça pourrait fonctionner? Et voilà, encouragez-les à s'interroger eux-mêmes. Parce que si trop rapidement, face à comment on pourrait faire pour partir plus tôt, par exemple, et qu'il y en a un qui dise, bah c'est facile, il suffit de se réveiller un quart d'heure plus tôt, et que vous vous dites, ah bah oui, mais moi je suis pas d'accord pour me lever un quart d'heure plus tôt. Ou alors que vous dites, non, ça marche pas parce que j'ai déjà fait ça, et en fait on traîne autant. Voilà. Si tout de suite vous lui dites non, pour une raison ou pour une autre, ben, ça lui coupe les langues, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, de toute façon, moi, mes idées, elles sont pas bonnes, donc c'est pas la peine que j'en suggère. Donc, on va plutôt, même si moi, j'ai aucune envie de me lever un quart d'heure plus tôt, je vais commencer par réagir en disant, ok, se lever un quart d'heure plus tôt, ça pourrait être une idée, est-ce qu'on en a d'autres? Et puis, ou alors, au moins, quand on revient sur les idées ou sur le coup, dire, ok, et comment ça se passerait? Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, on aurait le même rythme? Est-ce que le fait d'avoir un quart d'heure plus tôt, pourquoi tu penses qu'on a besoin d'un quart d'heure de plus? Etc. On discute ensemble et on cherche des solutions ensemble. Voilà, enfin, je vais m'arrêter sur la démarche de recherche de solutions. Si vous voulez plus de détails sur comment on fait une recherche de solutions avec les enfants, je vous encourage à aller lire sur le blog l'article qui s'appelle 3 manières de résoudre un conflit, je crois. Cependant, je pense que vous avez eu l'idée, c'est chaque situation que vous cherchez à améliorer, cherchez à les impliquer et à travailler ensemble, en équipe. Et puis, dernière attitude qui vous aidera, et vous et eux, à préserver votre énergie, c'est de vous focaliser sur le progrès. C'est-à-dire que quand vous mettez en place quelque chose, quand vous cherchez à améliorer quelque chose, voyez ce qui réussit, voyez les pas qui sont faits. Ne cherchez pas tout de suite à être au sommet de la montagne. On en revient à cette notion d'apprentissage. Et ça va changer tout parce que ça change aussi votre regard à vous et donc l'énergie que vous économisez aussi. Parce que vous serez dans une énergie bien plus positive en ayant remarqué que votre enfant avait rangé la boîte de céréales le matin plutôt qu'en remarquant qu'il n'a toujours pas mis le bol au lave-vaisselle. Voyez. Et même s'il n'a pas fini la démarche, bah, il y a un progrès par rapport à avant. Et ce progrès-là, il montre que peu à peu, les autres étapes vont pouvoir être franchies également. Ça vous encourage à continuer et ça l'encouragera également. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé pour éviter de vous user à répéter encore et encore les mêmes choses et à lutter au quotidien. Si vous voulez aller plus loin sur ce chemin et améliorer les échanges avec vos enfants, la meilleure solution, c'est de vous inscrire à la formation Point de rencontre qui vous permettra d'aller plus en profondeur et dans les approches parentales qui aident aux échanges et à la connexion et dans les outils concrets pour mettre ça en place. En attendant, si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à en parler, à le partager et puis à suivre évidemment les prochains numéros sur le canal que vous préférez, des Ciseaux de la main. À bientôt!